Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal sur TSD TV. Les titres. Projet de loi portant militarisation de la police nationale et de la protection civile. Coopération Mali-Guinée. Ouverture du bureau de la représentation du port autonome de Conakry à Bamako. Une indépendance énergétique au Mali. Le pays disposera bientôt d'unités de production de compteurs électriques et accessoires. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé dans les titres, selon le communiqué du Conseil des ministres tenu ce mercredi 5 octobre 2022, les autorités de la transition malienne ont adopté un projet de loi portant militarisation de la police nationale et de la protection civile. Cette militarisation de la police nationale et de la protection civile concourt à la réalisation des objectifs de la fondation de l'État. Commentaire Nafissatou Berté. Le projet de loi adopté consacre la militarisation de la police nationale et de la protection civile. Cette militarisation permettra de déployer la police nationale dans les zones requises par l'armée afin d'y assurer la sécurité des populations et de leurs biens et empêcher le retour des forces du mal. Elle est étendue à la protection civile qui constitue le deuxième segment du ministère de la Sécurité et de la Protection civile avec la police nationale pour permettre de couvrir l'arrière des forces engagées au combat en vue de préserver les acquis et sécuriser l'administration et les populations. Sur cette base, les fonctionnaires de la police nationale et de la protection civile engagés en opération bénéficieront des mêmes avantages que les autres militaires. Cette militarisation de la police nationale et de la protection civile concourt à la réalisation des objectifs de la refondation de l'État. Ce mercredi 5 octobre 2022, le directeur général du port autonome de Conakry a procédé à l'ouverture du bureau de la représentation du port autonome de Conakry à Bamako. C'était en présence du maire de la commune 4 du district de Bamako, des présidents des institutions et organismes de l'État, des représentants des organisations patronales et syndicales du secteur des transports, des opérateurs économiques, importateurs, chargeurs et des transporteurs. Reportage Moussa Samaké et Valérien Dako. Mesdames et messieurs, le port de Conakry est au cœur de la coopération économique entre la Guinée et le Mali. Notre ambition phare consiste à répondre aux sollicitations des acteurs économiques par les investissements majeurs. C'est pour satisfaire justement à ces besoins que le port autonome de Conakry a entrepris des réformes institutionnelles ainsi que des grands travaux de modernisation des infrastructures et d'acquisition d'équipements dont les acquis portent sur, je cite, la fonctionnalité du port autonome de Conakry 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'augmentation du délai de franchise de la marchandise malienne en transit de 10 jours à 17 jours. La construction de la pénétrante routière de 4,2 km au port autonome de Conakry, avec un parking de stationnement de 1200 camions, dont un espace de 250 places dédiées spécialement aux camions maliens. La construction d'un hôtel pour les chauffeurs maliens, pour plus de 40 places, avec restaurant et salle de prière. La construction des quais multifonctionnels avec un tirant d'eau de 14 mètres, l'aménagement des aires de dépotage pour les marchandises maliennes. La société EDM SA et ses partenaires ont procédé à la pose de la première pierre de l'unité de production de compteurs électriques et accessoires d'une valeur de 15 milliards de francs CFA. Les travaux se sont déroulés jeudi 29 septembre 2022 sous la présidence du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, en présence du ministre de l'Énergie et de l'Eau et du directeur général de Electrafic SA, entre autres. La mission de la CEDEAO, composée des présidents Nana Akufo-Addo et Adama Barrow, venus jeudi au Mali pour négocier la libération des 46 soldats ivoiriens incarcérés à Bamako pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, ont quitté Bamako sans donner aucune déclaration à la presse. Après des rencontres à huis clos en 2 étapes. Monsieur Mamadou Sangaré au micro de Moussa Samaké. Alors, l'affaire des 49 soldats ivoiriens est tombée dans cette affaire. Car lorsque le Mali a demandé un échange
une contrepartie des libérations de 49 soldats ivoiriens avec ceux qui sont réfugiés en Côte d'Ivoire. Alors, une source proche de la présidence ivoirienne avait dénoncé une prise d'otage d'État. Une prise d'otage d'État. Alors, l'affaire est devenue virale et parfois violente sur les réseaux sociaux parce que car la presse malienne, notamment sur les réseaux sociaux aussi, a dénoncé l'hébergement des fugitifs et a parlé aussi de prise d'opportunités. Le gouvernement ivoirien aujourd'hui a tendance toujours d'héberger les fugitifs de la justice. Ça a commencé avec Blaise Compaoré au Burkina Faso. Lorsque Blaise Compaoré est chuté à la suite d'une insurrection populaire poussée par, c'est-à-dire, la colère, une colère populaire contre Blaise après 27 ans du pouvoir, Blaise est parti se réfugier en Côte d'Ivoire. Et les autres Ivoiriens ont protégé Blaise jusqu'à ce que lui donner la nationalité ivoirienne pour le protéger totalement, les mettre totalement à l'abri de la justice ivoirienne. C'est là vraiment inacceptable. Mesdames et messieurs, à présent, place à la page internationale de ce journal, en bref et en images commentées par Issa Amaba. Drame en Indonésie, le président ordonne un audit des stades après la bousculade meurtrière. Après la bousculade qui a fait 131 morts en Indonésie, le chef de l'État en visite sur place a annoncé un audit de tous les stades du pays qui accueillent les matchs de haut niveau. 131 personnes ont trouvé la mort ce week-end dans une bousculade dans le stade de Malang en Indonésie. Le président Joko Widodo s'est rendu sur place sur l'île de Java ce mercredi. Il a promis un audit de tous les stades de foot du pays. Portes fermées, escaliers trop escartés, au-delà d'un engagement à trouver la cause profonde de la bousculade qui a fait 131 morts le week-end dernier, le président indonésien Joko Widodo a annoncé mercredi qu'il allait demander un audit de tous les stades de foot du pays. Le chef de l'État a fait cette promesse lors de sa visite à Malang, sur l'île de Java, où il est venu au chevet des blessés, inspecter le stade, théâtre de l'un des pires drames de l'histoire du football. Nous avons besoin d'amélioration dans toute la gestion des spectateurs du foot, du temps, de la sécurité. Cela doit être entièrement audité pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus, a-t-il déclaré à des journalistes au stade de Kanjurana qui porte encore les traces de la tragédie. L'audit concernera tous les stades utilisés par la Ligue de football. Cette annonce vient au lendemain d'un entretien entre le dirigeant indonésien et Gianni Infantini, le président de la Fédération internationale de football FIFA, sur les moyens d'amélioration de manière de gérer le foot en Indonésie. La visite du président indonésien à Java intervient aussi dans un contexte de colère grandissante à l'encontre de la police accusée par des supporters d'avoir aggravé un mouvement de foule. Par rapport, cet abominable drame s'est produit quand les fans du club Arema FC se sont descendus sur le terrain pour interpeller joueurs et dirigeants après leur défaite face à l'équipe rivale de Persebaya Surabaya. La police a qualifié l'incident de meurtre et affirme que 2 policiers ont été tués, mais des survivants du drame l'ont accusé d'avoir réagi de manière excessive en envoyant du gaz lacrymogène dans les tribunes. Les policiers ont tenté de contrôler par la force la foule sur le terrain à coups de matraque selon des témoins et des images vidéo, mais cela a encouragé plus de supporters à venir prêter main forte à ceux déjà sur la pelouse. Avant sa visite sur la place, Joko Widodo avait déjà ordonné la suspension de tous les matchs, promis une indemnisation des victimes et demandé une enquête sur le drame. Elle pourra durer 2 à 3 semaines.
Poutine transfère à la Russie le contrôle de la centrale ukrainienne de Zaporizhia. Alors que la guerre fait encore rage, le chef du Kremlin a signé un décret mercredi visant à s'approprier formellement le site, occupé depuis le 4 mars par ses troupes. Après 7 mois d'occupation, la Russie s'est formellement approprié mercredi 5 octobre la centrale nucléaire de Zaporizhia dans le sud de l'Ukraine. La gestion administrative du site, pris le 4 octobre par les soldats russes, a été transférée à Moscou. Le gouvernement devra veiller à ce que les installations nucléaires de la centrale soient acceptées comme propriété fédérale, mentionne le décret signé par Vladimir Poutine. Peu après cette annonce, le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA, Rafael Grossi, qui avait prévu de se rendre à Kiev et à Moscou cette semaine, a annoncé son départ vers la capitale ukrainienne afin de discuter de la mise en place d'une zone de sécurité et de protection autour de la centrale, jugée plus urgente que jamais pour prévenir d'incidents nucléaires. Fusillade en Thaïlande, un ex-policier tue 23 enfants dans une crèche avant de se suicider. Un ancien policier de 34 ans a attaqué au fusil et au couteau une crèche de Thaïlande tuant au moins 35 personnes, dont 23 enfants 2 et 3 ans, dans la province de Nong Bua, Lamphua, dans le nord du pays. Il a ouvert le feu sur la crèche avant de prendre la fuite en voiture, renversant au passage plusieurs passants. Le colonel de police Jakpat Vijitra a précisé que le tireur Pania Kamrab a ensuite tué sa femme et leurs enfants. La tuerie s'est arrêtée quand il s'est donné la mort. Il avait été limogé de son poste de lieutenant-colonel l'année dernière en raison de l'usage de drogue. Le premier ministre du pays, Prayang Chan-o-cha, a ordonné l'ouverture d'une enquête après ce massacre horrible. La Thaïlande est l'un des pays du monde comptant le plus grand nombre d'armes en circulation. Une fusillade perpétrée par un officier de l'armée s'est produite en février 20 dans un centre commercial Nakhon Ratchasima, faisant 29 morts. Le tireur, un adjoint-chef de 31 ans, avait été abattu par les forces de l'ordre après sa virée meurtrière de près de 17 heures. Il était passé à l'acte après une dispute avec un supérieur. Mesdames et messieurs, à présent, place à la page Connais tout ton pays. Le saviez-vous? Le Soudan en forme longue, la République du Soudan est un pays d'Afrique du Nord-Est. Le Soudan est bordé par la Libye au nord-ouest, l'Égypte au nord, la mer Rouge à l'est-nord-est, l'Érythrée à l'est, l'Éthiopie à l'est-sud-est, le Soudan du sud au sud, la République centrafricaine au sud-ouest et le Tchad à l'ouest. L'actuel président du Soudan est Abdel Fattah al-Burhan. Sa capitale est Khartoum et plus grande ville est Omdurman. Sa superficie est 1,861 millions par kilomètre carré. Indicatif téléphonique plus 249. Le pays est indépendant depuis le 1er janvier 1956. Sa population est de 48,85 millions en 2020 et a une densité de 23 habitants par kilomètre carré et a une superficie d'environ 1 886 068 km². Sa devise est « La victoire est à nous ». Le pays a 2 langues officielles qui sont entre autres l'arabe et l'anglais. Le drapeau du Soudan a été adopté le 20 mai 1970 et il est composé d'un triangle vert à la hampe et de 3 bandes horizontales de couleur rouge, blanche et noire. Ces 4 couleurs sont les couleurs panarabes. C'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Tazoudé TV, la télé autrement.